L'État impose aux médecins et autres personnels de santé de se faire vacciner pour rester en poste. Aux Antilles-Guyane, nous sommes les plus résistants à cette infraction qui est contraire au droit européen. Quel est votre point de vue sur la situation? Moi, je crois que ma position est claire. Autant je ne suis pas un anti-vax, c'est pas ma position. Je suis même moi-même vacciné. Je suis pour la liberté vaccinale. Je suis contre l'obligation vaccinale, quelle qu'elle soit. Je pense que les gens sont libres de choisir, même si on est conscient qu'il y a après des objectifs collectifs en termes d'immunité. Mais je suis complètement contre l'obligation vaccinale. Et d'ailleurs, je soutiens aussi l'intersyndicale de la santé, dans la mesure où on sait tout ce que, et aussi tous les syndicats des pompiers qui luttent contre cette obligation. Je ne comprends pas que des gens qui ont été applaudis, qui ont vraiment aidé à la protection de notre santé, ou qui ont été amenés à nous secourir dans des conditions difficiles, qu'ils puissent à un moment faire l'objet de sanctions. Moi, je ne comprends pas cela. Je pense qu'il faut user d'autres moyens, des moyens pédagogiques, d'explication. Je crois beaucoup dans la vertu de l'explication, des échanges, du débat et de la pédagogie. Et je suis contre toute forme de contrainte. Surtout lorsque ces contraintes se traduisent par des sanctions quant à l'avenir professionnel des gens, quant à leur rémunération. Et je sais effectivement que cette situation du Covid est préoccupante. Elle est préoccupante parce qu'elle a frappé de plein fouet des familles martiniquaises lors de la 4e vague, mais elle est encore préoccupante parce qu'elle génère une anxiété chez beaucoup de familles par le fait que voilà, des chefs de famille, pour des mères et des pères de famille, pourraient être frappés dans leur travail, donc dans leurs moyens de subvenir aux besoins de leur famille. Quelle solution envisager? Moi, je crois qu'il faut pour la Martinique, compte tenu de la situation en particulier, parce qu'on ne va pas non plus se priver de personnel alors qu'on fait venir du personnel extérieur, c'est complètement aberrant. Donc dans la situation du niveau, du taux de vaccination au niveau du personnel soignant, je pense qu'il faut une dérogation pour la Martinique, il faut un régime dérogatoire. Ce ne sera pas la première dérogation, on en a connu d'autres pour d'autres raisons malheureuses d'ailleurs. Donc je crois que pour cela, il faut absolument geler ces mesures, ces sanctions, il faut geler le système de passe sanitaire pour remettre les choses à plat dans le cadre de négociations que nous appelons de nos voeux et qui prennent en compte la réalité martiniquaise, cette réalité notamment au niveau du niveau de vaccination des personnels de santé. Des touristes vont arriver en nombre important pour décembre-janvier. Munis d'un pass sanitaire pour certains, puisque vaccinés, ils n'auront pas d'obligation de présenter un test de dépistage Covid. Seriez-vous partisan d'un test PCR pour toute personne? Justement, moi je ne comprends pas qu'on prive des gens de liberté. On sait aussi qu'il y a des secteurs économiques qui sont en souffrance, comme celui de la restauration, et que brutalement, justement, on ouvre les vannes, on ouvre les frontières. Je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, l'histoire nous a montré que c'était une erreur. Et notre avantage, en fait, par rapport à la gestion d'une crise comme celle liée à la pandémie du Covid, c'est d'être une île, en fait. Donc nous pouvons facilement fermer nos frontières. Et je crois qu'en dans le contexte actuel, ouvrir comme ça, bon, pour des raisons de développement, de situation économique que je comprends, mais d'ouvrir comme ça les frontières ne me paraît pas raisonnable. D'où, à mon avis, effectivement, la nécessité pour permettre à des gens de venir en vacances si effectivement ils ont toutes les garanties en termes de contamination. D'accord, le secteur touristique souffre. Donc on est d'accord pour effectivement ouvrir un peu les frontières, mais je pense que le test PCR était, en plus de la vaccination, à mon avis, une garantie supplémentaire permettant de prémunir la population. Pourquoi? Parce que tout le monde sait. Alors, il se dit, moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialiste, et je n'ai pas la prétention de l'être. Par contre, il se dit que la vaccination protège des formes graves de la maladie, mais qu'elle n'empêche pas justement à quelqu'un de vacciné de contaminer déjà, de contracter le virus et de pouvoir contaminer quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on imagine bien
que quelqu'un simplement vacciné, donc qui peut contracter le virus, donc qui est contaminé, pourrait contaminer quelqu'un. En plus, comme on sait bien que le taux de vaccination en Martinique n'est pas très élevé, il pourrait contaminer quelqu'un justement qui ne serait pas vacciné et qui pourrait développer des formes graves de la maladie. Donc c'est une question aussi de bon sens. Et je pense que pour ces raisons-là, il aurait fallu effectivement qu'en plus d'un schéma vaccinal complet, eh bien que un test PCR soit exigé avant de monter dans un avion pour la Martinique. Les premières plénières de la CTM qui ont eu lieu en présentiel ont vu un président de l'exécutif assis à côté du président de l'Assemblée territoriale de Martinique, ce qui est contraire au fondement de la CTM. Mais nous avons aussi constaté que Serge Letchimy soufflait des réponses à un salibert, ce qui est, dans un regard éclairé, une mise sous tutelle. Vous en pensez quoi? Alors moi, je rappelle notre position, qui a été celle d'une séparation claire et nette. Il n'y a pas une séparation, ça n'est pas une séparation qui se ferait de manière, je dirais, hermétique. Il y a toujours effectivement des relations entre des instances exécutives ou délibératives ou délibérantes. Donc nous sommes pour la séparation. Mais cette séparation, effectivement, elle devrait se traduire, je dirais, dans la géographie de l'Assemblée. Il aurait fallu, à l'instar de ce qui se fait d'ailleurs à l'Assemblée nationale française, qu'il y ait un banc du Conseil exécutif et que le président du Conseil exécutif, ou quel que soit le membre du Conseil exécutif, ne soit pas assis à côté du président de l'Assemblée. Déjà dans la présentation de la géographie, dans la réalité physique de la disposition de l'Assemblée, il faut marquer cette séparation. Et effectivement, ça n'est pas le cas. Alors j'avais lu aussi un article de Mediapart qui disait que le fait que nous ne soyons pas en présentiel et que nous soyons effectivement en distanciel, ça permet aussi au président effectivement de l'exécutif d'être au plus près du président de l'Assemblée. Et quelquefois on entend, d'ailleurs, ça m'est arrivé personnellement, d'entendre souffler, je ne sais pas ce qui est soufflé, mais d'entendre en fait la voix effectivement qui ressemble beaucoup à celle du président du Conseil exécutif. Donc, alors, après, il faut voir, moi je respecte les hommes, hein, j'ai beaucoup de respect pour les deux hommes d'ailleurs. Cela étant, je crois qu'il faut réaffirmer le principe d'une séparation. Mais il y a d'autres éléments aussi, notamment dans la manière d'organiser un certain nombre d'instances où est représenté le président du Conseil exécutif, où devrait être représenté le président de l'Assemblée. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre à plat. Et ce que je crains fondamentalement, et j'espère que ce ne sera pas le cas, il y a eu une première expérience de CTM. Bon, on sait qu'il y a eu des turbulences entre l'exécutif et l'Assemblée. J'aimerais vraiment que, même s'il n'y a pas de turbulence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a eu des turbulences avant, mais il ne faudrait pas non plus qu'il n'y ait pas de turbulence, mais qu'en même temps, justement, les droits fondamentaux de l'Assemblée soient quelque part entamés ou bafoués. C'est pour cette raison que nous devons rester vigilants à cette nécessaire séparation. Et je crois plus qu'il faut une vraie dynamique de l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée se dote des moyens d'évaluation des politiques publiques. Il faut que l'Assemblée se dote de vrais moyens de contrôle. Mais il faut que pour ce faire, justement, déjà au niveau budgétaire, on en a tellement parlé pendant la campagne. Est-ce qu'on aura cette ligne budgétaire dédiée à l'Assemblée? Est-ce que le président de l'Assemblée sera ordonnateur secondaire ou ordonnateur délégué des dépenses afférentes justement au fonctionnement de l'Assemblée? Est-ce que le président de l'Assemblée et les membres de l'Assemblée et les présidents de commission disposeront de personnel leur permettant justement de fonctionner de façon autonome, conformément au principe de séparation entre l'exécutif et l'organe délibérant? Oui, ce sont des questions qui sont posées et nous n'avons pas encore les réponses qu'il faut. Et j'espère, on a encore 6 ans devant nous, j'espère qu'au cours de ces 6 ans, que justement le fonctionnement de la CTM sera rationalisé et que le fonctionnement de la CTM va se conformer à ce que souhaitaient les élus martiniquais. Ce que souhaitaient les élus martiniquais, c'est une vraie séparation. Et on a l'impression finalement qu'avec la première mandature CTM, on avait un fonctionnement qui ne respectait pas ce principe-là fondamentalement et qu'on est déjà parti
pour aussi que dans le fonctionnement nouveau de la CTM, que ce principe-là, une fois de plus, ne soit pas respecté. Mais j'attire aussi l'attention des Martiniquais sur une réalité. Moi, très sincèrement, il aurait peut-être mieux valu que nous n'ayons pas une majorité claire de cette Assemblée. Il aurait peut-être mieux valu, je le dis, que nous ayons à la limite une chambre introuvable, c'est-à-dire qu'il y ait une obligation pour les composantes de l'Assemblée de Martinique de composer, de trouver un consensus pour mettre en place justement une gouvernance, et ça nous permettrait peut-être de sortir de cette bipolarisation entre les deux blocs de la bipolarisation, autour du MIM et autour du PPM, pour enfin aller vers un système plus démocratique, sortir de cette logique justement des guerres de tranchées interminables et des cancans sans fin, pour penser justement à l'intérêt de la Martinique. Moi, je suis un écologiste et je crois qu'il faut des majorités d'idées. Et ce système-là, avec une majorité écrasante et des minorités écrasées, ne permet pas justement un fonctionnement optimal. Il faut que nous sortions de cette logique des majorités dominantes et que nous pensions la démocratie avec une autre approche, qui est celle de la majorité d'idées et qui est celle aussi de la culture du compromis. Mais il s'agit bien de compromis intelligents, sans compromission. Et quand d'ailleurs il m'a été proposé d'être président de la commission de la transition énergétique, etc., c'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'ai caressé l'espoir, et bien que dans cette Martinique, on sorte des guerres de tranchées et qu'on apprenne, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt général, à trouver les compromis intelligents. Alors on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas sur la question de la séparation, je crois que nous devons y travailler et que les choses ne sont pas tellement bien parties. Je pense qu'il faut corriger peut-être le tir, il est encore temps de corriger le tir pour aller vers une vraie séparation entre les deux instances et pour que l'Assemblée ait les moyens de sa pleine souveraineté. Monsieur le coprésident du parti PIA, allez-vous être actif pour un candidat de l'élection présidentielle? Absolument, j'ai fait le choix d'ailleurs dès la primaire des écologistes de soutenir Yannick Jadot. Alors c'est peut-être nouveau parce que moi je suis un souverainiste, je m'assume, je suis un souverainiste martiniquais et il y a une position des souverainistes, patriotes, indépendantistes, tentant à dire qu'ils ne participent pas aux élections présidentielles. Je dois dire quand même qu'il m'est arrivé avec le MODEMAS, parti auquel j'appartenais au côté de Garcin Malsa, de soutenir Noël Mamère en élection présidentielle. Et nous l'avions fait parce que Noël Mamère avait accepté à l'époque, parce que c'est un écologiste, j'y reviendrai, et il avait accepté de porter la revendication des réparations du crime qu'est la traite négrière transatlantique et de l'esclavage, et des Africains esclavagisés. Mais aujourd'hui, dans le contexte mondial, où il y a une urgence climatique, où il faut sortir vraiment de ces politiques complètement aveugles, et qu'il faut vraiment entrer dans des politiques vertueuses qui prennent en compte cette réalité du changement, que dis-je, du basculement climatique, nous avons le devoir en tant qu'écologistes, parce que nous avons cette possibilité d'être solidaires d'autres écologistes. Ce sont des écologistes français, moi je suis fondamentalement martiniquais, mais bon, le système étatique duquel la Martinique relève donne la possibilité de me prononcer dans ces élections, et je soutiendrai justement un écologiste qui porte justement de potentiel de politique qui servira non seulement la France, mais qui servira déjà nos pays et qui servira la planète entière. Je suis pour que le nombre des dirigeants écologistes dans le monde entier se multiplie. Alors j'ai l'occasion de permettre à un écologiste d'arriver au pouvoir et je me priverai de cette occasion? Non, c'est avec fierté, détermination et conviction que je soutiendrai Yannick Jadot, pas en tant que PIA, parce que PIA ne fera pas, nous respectons aussi, nous sommes un parti pluriel, il y a des orientations différentes. Donc nous, PIA donnera la possibilité à ses militants de choisir, pourvu qu'ils ne choisissent ni Macron, ni un LR, un républicain, et encore moins un candidat d'extrême droite, fût-il Zemmour ou Marine Le Pen, mais nos militants seront libres de choisir un candidat, il y en a d'autres, hein, je parle de candidats de gauche, comme Mélenchon, comme Anne Hidalgo et des candidats aussi de la gauche radicale, pourquoi pas, ou de reconduire la position qu'a toujours eu la mouvance dite patriotique de ne pas participer aux élections présidentielles. Donc nous laisserons le choix,
Mais ce qui est prévu au niveau de PIA, c'est que nous nous dotions en tout cas d'une plateforme qui sera soumise à l'ensemble des candidats à ces élections présidentielles françaises, et nous verrons bien lequel de ces candidats retiendra telle ou telle de nos propositions. Mais en tout cas, de façon globale, je ne sais pas, je sais à peu près les mesures que préconise Jadot. Je ne serai peut-être pas d'accord avec le programme de Yannick Jadot à la virgule près, mais de façon globale, c'est un des candidats de gauche et de l'écologie qui a la possibilité de rassembler pour gagner ces élections. Bon, c'est pas encore fait, bien évidemment. Je pense qu'il y a du potentiel pour le faire, et c'est un candidat qui me donne toute garantie quant à une réorientation des politiques, notamment des politiques économiques, pour penser cette problématique cruciale du réchauffement climatique. Aimeriez-vous rajouter quelque chose? Alors moi, ce que je souhaite, c'est-à-dire que, pour parler du Covid, il a fait des dégâts, il a amené des souffrances, et je suis très sensible, on a perdu des amis, et ça, on vit une période très très triste. Mais en plus de causer des dégâts au niveau humain, au niveau des souffrances, au niveau des deuils qu'il a pu provoquer, il est en train aussi de fracturer notre société. Moi, je ne comprends pas quand même cette très grande polarisation autour de deux positions. Moi, je plaide franchement, moi je suis vacciné, nous avons eu l'occasion avec l'ARS d'ouvrir des centres éphémères de vaccination. Mais je respecte aussi les gens qui ne sont, il n'y a pas d'anti-vax en Martinique. Il y a des gens qui sont, je dirais, ou vaccino-prudents ou vaccino-sceptiques, parce qu'ils ne sont pas convaincus. Et c'est pour ça que je suis contre l'obligation vaccinale. Mais je suis aussi pour que d'autres méthodes soient appliquées au niveau thérapeutique, mais au niveau aussi de la prévention, le renforcement des défenses immunitaires. C'est pour ça que d'ailleurs, au niveau de notre CCAS, nous avons décidé, dans la distribution que nous faisons d'ordinaire de paniers, que nous mettions avec un naturopathe, on avait une liste de produits qui pourront être insérés dans les paniers et qui pourraient permettre le renforcement du système immunitaire. Ce n'est pas immunitaire, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution, mais tout ce qui peut aider à vaincre cet ennemi commun qui est le Covid doit être actionné. Et il ne faut pas de sectarisme ni d'exclusif. Il faut que toutes les solutions soient mises en œuvre. Et d'ailleurs, nous saluons quand même l'initiative qui a été prise, y compris par la CTF, de travailler avec les communes pour la mise en place de dispositifs. Mais ce que je peux regretter, dans ce contexte où il y a vraiment une sorte de déchirement de notre société, eh bien je regrette quand même, et nous l'avions demandé à l'époque d'Alfred Marie-Jeanne avec Jean-Philippe Nilor, nous l'avions encore demandé aujourd'hui à Serge Letchimy d'essayer de convoquer la conférence territoriale de l'action publique, ce qui permettrait à la CTM de jouer son véritable rôle de chef de file en rassemblant l'ensemble des élus martiniquais, les maires, les responsables de PCI, etc., des personnalités martiniquaises, qui nous permettraient de parler d'égal à égal avec les représentants de l'État français, et singulièrement le premier d'entre eux, je peux vous parler du préfet. Parce qu'on en est en Martinique, malheureusement, dans ce syndrome de Toussaint Louverture qui, à l'époque, voulait que le plus grand des nègres aille parler au plus grand des blancs, en l'occurrence Napoléon Bonaparte, et on a vu ce qui est malheureusement arrivé à ce grand génie qui était Toussaint Louverture, comme elle a fini. Ce que je peux dire aux dirigeants martiniquais, lorsqu'ils sont dans une position de dirigeant d'une collectivité chef de file, c'est de faire de leur parole une parole collective. Faire de sa parole une parole collective, c'est pouvoir rassembler l'ensemble des élus représentant ce pays. Et quand on parle au nom de plusieurs, on est beaucoup plus fort que quand on pense parler en son nom propre. Et je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et je réitère ma demande, puisque effectivement, le président Serge Letchimy, à qui j'avais écrit, a répondu, mais il n'a pas répondu à des questions, je vais dire accessoires, mais il n'a pas répondu à cette question essentielle, fondamentale, qui est la nécessité pour faire peuple que la CTM joue son rôle de chef de file en rassemblant autour de cet outil, de ce dispositif qui est la conférence territoriale d'action publique, l'ensemble des élus martiniquais, de façon à parler d'une seule voix en face de notre interlocuteur obligé, bien évidemment, qui est l'État français à travers ses représentants.